J'espère que vous voyez bien tout le monde avec ce format-là. Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire sur le thème, vous l'avez compris, du logo et de comment créer son logo. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre de HUP Entrepreneur. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes donc une association qui accompagne des entrepreneurs en situation de handicap à travers différents programmes. Et ce webinaire est proposé à tous et sera animé par Muriel Guégan qui est avec nous et que je vais laisser se présenter et animer ce webinaire. Ce que je vous propose, si vous avez du coup des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On sera là pour les remonter. Et de toute façon, on fera une séance de questions-réponses complète à la fin. Donc voilà, je vous laisse la parole, Muriel. Merci, donc bonjour à tous. Je tenais à remercier HUP Entrepreneur, voilà, qui nous offre cette possibilité d'échanger autour du logo. Me concernant, donc je m'appelle Muriel Guégan, j'ai créé mon agence de mon agence de communication il y a maintenant 7 ans. Elle s'appelle Impactea Concept. Et j'ai été amenée à accompagner de très nombreux créateurs d'entreprises ou d'entreprises existantes sur le logo. Et c'est ce sur quoi nous allons échanger aujourd'hui, parce qu'effectivement, le logo, c'est la première brique, je dirais, de la communication. Et il est important de savoir effectivement ce qu'on y met et la façon dont ça nous représente. D'où cette idée de dire que le logo va parler également de votre entreprise. Donc, si tout le monde est prêt, on y va. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est un certain nombre d'éléments par rapport au logo, parce que le logo, c'est bien plus qu'un simple dessin, et on va voir de quelle façon, effectivement, il interagit. On parlera des 6 types de logos qui existent, de la façon dont on peut le représenter à la fois en termes de couleurs, de formes, de typographies, on rentrera un petit peu dans le détail. Et la partie aussi importante, c'est comment rédiger un cahier des charges. Qu'on souhaite faire son logo en interne, qu'on souhaite le faire par quelqu'un d'extérieur à l'entreprise, et également comment le valider derrière. On abordera aussi quelques points hyper importants comme combien coûte un logo, qu'on le fasse faire, et enfin tous les aspects juridiques et contractuels qui sont inhérents à la réalisation de ce logo et à son usage, à son utilisation. Donc d'abord, un logo, c'est quoi? Alors, il existe une définition que je vous ai reprise de Wikipédia, qui est que le logo, donc c'est l'abréviation de logotype, c'est une composition figurée qui sert à identifier de façon immédiate, visuelle, une entreprise, une marque, une association, tout type finalement d'organisation, avec pour but de se faire connaître et reconnaître, et surtout de se différencier des autres entités qui pourraient être dans le même secteur d'activité. Donc, je vous ai mis une petite pomme que je pense que vous reconnaissez, qui représente un logo visuel. Mais il faut savoir qu'il existe d'autres types de logos. Euh, alors, le premier auquel on ne pense pas forcément, mais il existe des logos sonores. À titre d'exemple, vous m'excuserez, hein, je ne chante pas très très bien, mais je vais quand même vous le faire. C'est ta, 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 ta. Je pense que tout le monde a reconnu le logo sonore de la SNCF. Et donc, c'est un logo qui a aussi été déposé. Donc, c'est bien en relation avec une marque. Et enfin, il y a ce qu'on appelle aussi les logos olfactifs. Alors, ça étonne toujours, mais vous en connaissez un certain nombre. Si vous vous promenez à côté d'un McDonald's, si vous vous promenez à côté d'une brioche dorée, vous avez toujours en fait des odeurs qui sont présentes autour de ces établissements. Et bien, ce sont en fait des parfums qui ont été déposés et qui sont vaporisés autour en fait de ces enseignes. Et il est très important de savoir que quand vous déposez un logo olfactif, vous devez utiliser ce logo olfactif et pas un autre. Dans le cas de la brioche dorée, il y a eu effectivement une problématique qui est qu'ils avaient utilisé un parfum qui n'était pas le logo déposé. Et donc, ils ont été voilà, pénalisés pour ça et contraints d'utiliser leur logo olfactif. Alors, le logo sert à quoi? Eh bien, il sert à être vu et reconnu. Il sert évidemment aussi à rassurer et convaincre, parce que quand on a un logo, ça veut dire c'est un gage de sérieux. Ça va aussi rassembler,
fédérer et fidéliser une communauté autour de valeurs partagées. La petite pomme que je vous montrais tout à l'heure d'Apple, évidemment, elle fédère aussi par rapport à sa forme, par rapport à sa communauté. Et ça va permettre également de se singulariser, montrer sa différence très unique, et enfin marquer les esprits. Donc, il faut effectivement le retenir. Je vous ai mis ici quelques exemples de logos qui sont partiels. Et on voit bien en fait que il est très facile de reconnaître les marques qui sont attachées finalement à ces logos partiels. On voit qu'on n'a même pas besoin d'avoir la globalité du logo pour savoir que ça se rapproche à Disney, Ikea ou Nike. Donc au niveau des types de logos qui existent, on va parler de 6 types de logos existants. Le premier type, ce sont des logos typographiques. Donc ces logos-là, en fait, sont constitués d'un jeu de police de caractères. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le domaine du luxe. Et on va avoir ici quelques exemples comme Chopard, Kenzo ou Samsung. Concernant les logos de type monogramme, donc eux vont reprendre les initiales de la marque. Et avec ces initiales, on va créer finalement un élément graphique. Je vous ai pris ici les logos de Chanel et d'Yves Saint Laurent. Et il faut savoir, petite anecdote, qu'en fait, Yves Saint Laurent a choisi aussi de les afficher sous forme de monogramme, puisque, étant dans le domaine du luxe, le Y représentait le yen, le S le dollar et le L la livre. Voilà. Concernant les logos pictographiques, donc là, on parle évidemment d'une identité visuelle sous forme d'un pictogramme, d'une icône. Donc, je vous ai mis quelques exemples qui sont très, très largement utilisés. On va aussi avoir des logos abstraits qui, eux, sont purement symboliques. Ils ne sont pas forcément identifiables, on ne peut pas forcément les rapprocher à un élément que l'on connaît. Et ils vont être utilisés par ici, la Société Générale à gauche et Pepsi à droite. Après, on a les logos mascottes. Alors, eux sont des petits logos qui sont intéressants dans la mesure où ils sont rapprochés à un personnage qui peut être réel ou fictif. C'est vraiment une personnification de la marque qui est souvent chaleureuse, très souvent attachante, et qui permet de mettre en avant justement les valeurs humaines de la marque en question. Et pour finir, on parlera des logos emblèmes. Alors, pour ces logos-là, on va les considérer au même titre que les blasons qu'on pouvait avoir au niveau de la chevalerie, par exemple. Ils sont généralement liés à l'histoire de la marque. Là, je vous ai mis le logo emblème de la société Starbucks, assez connu. Et en fait, ils ont choisi d'utiliser une sirène avec 2 queues. Donc, c'est un emblème qui a été imaginé par le fondateur de la marque, Eclair. Et en fait, ils partaient du principe que ces sirènes attiraient par leur chant les pêcheurs, qui ne pouvaient pas du tout résister à leur chant. Et donc, à travers ce logo, ils voulaient montrer que de la même façon, on ne pouvait pas résister au fait d'aller prendre une tasse de café Starbucks. Donc, au niveau des styles à l'heure actuelle, il faut savoir que 40% des logos misent tout sur la typographie. Donc ça, c'est une étude de janvier 2019. Mais de très nombreux logos, en fait, vont choisir de combiner 2 styles, ce qui va donner un atout supplémentaire au logo, puisqu'on va pouvoir le décliner de diverses façons. Là, je vous ai mis 2 exemples pour Motorola et Pampers. On voit que Pampers, il y a vraiment les deux sont vraiment inclus l'un dans l'autre. On a à la fois l'aspect pictographique et typographique, mais qui forment finalement une seule et même entité. Donc maintenant, si on parle un petit peu plus en détail sur la création du logo, on va s'attacher en fait à plusieurs éléments que sont la couleur, la forme et la typographie. Il faut savoir qu'au niveau de la couleur, il y a des études qui ont été réalisées toujours en 2019-2020 et qui ont montré que 93% des achats sont basés sur la perception visuelle. Donc autant vous dire que si votre logo est inexistant, c'est un peu dommage. Concernant la couleur, 85% des consommateurs basent la couleur comme élément déclencheur d'achat et 80% pensent qu'elle augmente la reconnaissance des marques. Concernant les logos, plus précisément, 73% pensent que la couleur peut augmenter la compréhension d'un logo et 60% que ça peut augmenter sa notoriété. Ça fait vraiment partie des éléments qu'il ne faut pas négliger au niveau de la couleur. Sachant que la couleur va générer des émotions.
il faut bien prendre en compte que cette émotion va être fonction de deux paramètres que sont la culture. Donc, on va avoir forcément la géographie au fait des personnes qui vont le voir qui va influer, parce que la culture, elle est vraiment aussi locale. Et elle va être également due au vécu de chacun. Si vous avez une mauvaise expérience sur une couleur, forcément derrière, vous n'allez pas vouloir l'utiliser. Et ça va être lié à votre vécu personnel. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est le rôle en fait de chacune des couleurs à travers la France et le monde, et voir comment elle est perçue par l'ensemble des personnes, et donc potentiellement aussi de votre cible. Donc, la première couleur, qui n'est pas vraiment une couleur dont on va parler, c'est le noir. Le noir a une notion d'élégance, de simplicité, de sobriété, qui va amener aussi de la rigueur et du sérieux dans ce qu'on va ressentir avec cette couleur-là. C'est une couleur qui est très utilisée dans le luxe et le high-tech. Et elle a un avantage non négligeable, c'est qu'elle se marie avec toutes les couleurs. On peut tout à fait l'accompagner avec des couleurs chaudes ou des couleurs qui sont plus froides pour apporter un message complémentaire. Les points positifs, c'est qu'elle est élégante, raffinée et qu'elle est déterminée aussi. Attention, par contre, c'est qu'elle peut faire montre d'autorité, d'austérité ou de rigueur. Donc, il faudra faire attention la façon globale dont elle est utilisée. Et à titre d'exemple, en Inde, c'est une couleur qui se rapproche à la santé, alors qu'en Thaïlande, c'est la malchance. Donc, il faudra aussi, par rapport à l'endroit où vous allez utiliser cette marque, prendre en compte ces différents facteurs pour que votre communication soit cohérente. Le bleu, quant à lui, est une couleur qui va rassurer. Il faut savoir que c'est la couleur préférée des Occidentaux, et ce aussi bien des hommes que des femmes. Ça incarne la confiance. On va la trouver dans très nombreux domaines comme l'automobile, le digital ou le bancaire. Donc, elle est force de sagesse, sérénité, vérité, loyauté et fraîcheur. Mais attention parce qu'elle peut également être synonyme de mélancolie. Donc, toujours, hein, voilà, faut pondérer les couleurs qu'on utilise. Et en Iran, c'est la couleur du deuil, alors qu'en Chine, c'est la couleur de l'immortalité. Donc, on continue notre petit voyage des couleurs avec le violet qui, lui, est dans le domaine de la création et de l'originalité. C'est une couleur qui est très amusante parce en général, il n'y a pas de demi-mesure. C'est une couleur, soit on l'aime, soit on la déteste. Euh, qui a un côté distingué naturel avec une touche de féminité. Et à noter, c'est la deuxième couleur préférée des femmes. Et on va l'utiliser beaucoup dans le domaine créatif, culturel, du loisir. Elle va amener de la paix, de la délicatesse, de l'amitié, de la méditation. Et à contrario, elle peut également être synonyme de solitude ou de mélancolie. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'à travers le monde, c'est une couleur qui est quand même rapportée à la sagesse. C'est un message assez global. Le rose, quant à lui, est à la fois, enfin, à plusieurs aspects. Il est séducteur. On l'associe au romantisme, à la féminité, mais aussi à l'espièglerie. Donc, c'est une couleur qui est dynamique, avec une petite pointe de délicatesse qu'on va retrouver dans différents secteurs, comme le secteur de l'enfance, la pâtisserie, les cosmétiques. Donc, il y a beaucoup de féminité, de romantisme, de séduction dans cette couleur, de la tendresse, de la jeunesse. Point négatif, certains pensent que c'est une couleur qui est réservée aux filles. Alors, évidemment, il y a des marques qui jouent avec ces couleurs-là et qui montrent que ça n'est pas le cas. Il faut faire attention parce que dans l'inconscient collectif, c'est un petit peu quand même lié à ça. Et dans le monde, de façon globale, c'est une touche de douceur. Le rouge, alors le rouge passion, lui va jouer sur les paradoxes, c'est une couleur qui est très chaude, des sentiments passionnels en complète contradiction. Ça ne laisse pas indifférent. On va les utiliser beaucoup dans le secteur des médias, de la food ou du high-tech. C'est synonyme d'amour, passion, triomphe, mais attention, c'est également synonyme de colère, d'interdiction et de danger. Donc, il faut faire attention à bien utiliser cette couleur. En Afrique, c'est la couleur du deuil, alors qu'en Chine, c'est la couleur de la chance. Elle est utilisée au niveau des mariages en particulier. L'orange, lui, va être plutôt tonique. C'est lié aussi à la créativité et la communication. Elle est porteuse d'optimisme, d'ouverture d'esprit, beaucoup appréciée par les startups. Et on va l'utiliser dans de très nombreux secteurs comme le divertissement, la mobilité, les sports. Donc, elle est très positive dans le sens où elle est synonyme de joie, de créativité, de sécurité et d'optimisme. Mais attention, ça peut aussi paraître kitsch quand on l'utilise dans certains cas.
Toujours faire attention à ce qu'on va envoyer comme information. En Inde, elle est liée à la spiritualité, en Ukraine, elle est liée à la chance. On continue avec le jaune, qui lui est solaire, forcément, couleur chaleureuse, stimulante. Elle est liée à l'ouverture, le contact social, le savoir. Et on va beaucoup la trouver dans le domaine des transports, de la grande distribution ou de l'énergie. Euh, donc, parmi les points positifs, évidemment, le fait, la joie, la chaleur, l'ego, la puissance et l'amitié. Mais attention, parce que c'est également une couleur qui est rapprochée à la traîtrise, au mensonge et à la tromperie. Quand on offre des fleurs jaunes, c'est le message qu'on envoie. Voilà, à titre d'exemple. En Égypte, c'est associé au deuil, à l'Asie, en Asie, à la royauté. C'est d'ailleurs une couleur qui peut être uniquement utilisée par les hommes en Chine. Le vert, quant à lui, va être apaisant. Euh, alors, effectivement, ça va être rafraîchissant, tonifiant. Symbole d'environnement, donc on l'utilise beaucoup évidemment dans les secteurs bio, naturels ou écologiques. C'est synonyme de chance, d'espérance et de stabilité. Et dans certains cas, attention, ça peut être porteur d'échec et d'infortune. Aux États-Unis, c'est la jalousie. En Chine, c'est l'infidélité. Donc attention à l'endroit où vous communiquez. On va finir par cette dernière couleur qui est le gris. L'intérêt du gris, c'est que c'est une couleur neutre. Elle est passe-partout, elle est sobre, elle est élégante. On va l'utiliser dans de très nombreux domaines de finance, automobile et technologie. À travers le monde, c'est vraiment une couleur qui est neutre et qu'on va pouvoir aussi associer à d'autres couleurs complémentaires. Elle est positive, ludique, sans limite, persévérance, mais également, si elle est utilisée toute seule, attention à ce qu'elle n'apporte pas trop de tristesse, de solitude ou de monotonie. Évidemment, de discrétion, comme c'est neutre. Il faut piquant, entre guillemets, en termes d'usage. Une chose à savoir, on a parlé là des couleurs de façon dans leur usage seul. Il faut savoir que le mélange de couleurs va également apporter des messages. Si on mélange les couleurs primaires, on va avoir un effet qui va être qu'on va rattacher ça à du low cost ou du hard discount. Vous voyez bien qu'en fait, les étiquettes, quand on a des réductions, c'est en général sur un jaune très flashy, sur lesquels on va écrire en rouge, par exemple. Et donc, ces associations de couleurs peuvent apporter une information de low cost, de hard discount. Donc, faire attention si c'est effectivement le cas ou pas de votre marque. Par contre, quand on va utiliser des couleurs multiples, comme vous voyez ici sur eBay, Microsoft ou Google, on va avoir un autre message qui est au contraire que c'est positif, sans limite et ludique. Donc faites attention aussi à ce que l'association de vos couleurs soit cohérente par rapport au message que vous envoyez. Donc au niveau également le logo, on va vraiment véritablement s'y définir à travers les formes. Votre œil, quand vous allez regarder un logo, il va prendre sa globalité, les formes, les couleurs, les typos. Mais il faut savoir que malgré tout, vous allez envoyer des messages intermédiaires, entre guillemets, par rapport à ce que vous allez utiliser. Si on parle d'hexagone, par exemple, on va être dans des domaines où on va parler d'organisation, de rigueur et de persévérance. Donc, ça va forcément s'adapter à des domaines organisation, métier manuel, également à la France, forcément, parce que l'hexagone représente la France. Et je vous ai mis quelques petits exemples en fait, de domaines dans lesquels c'est utilisé. Si on parle cette fois de droite, alors je fais le mouvement parce qu'il y a forcément cette notion d'aller vers le haut. Si on va vers le bas, c'est forcément quelque chose qui est en chute. Donc, on va éviter d'envoyer un message de chute libre à travers son logo, ce serait dommage. Donc là, on va avoir au niveau de la croissance, du dynamisme qu'on va utiliser dans le secteur du sport. Et celui qui est le plus connu, c'est le logo de Nike, qui fait véritablement cette distinction avec le dynamisme du sport. Quand on est carré, on est sérieux, on inspire de la confiance, on marque l'organisation. Donc, c'est beaucoup utilisé dans le domaine de l'assurance, des banques et des finances. Et on va essayer d'éviter d'utiliser des carrés dans le domaine du milieu créatif qui va être finalement trop conformiste. Le rond, synonyme d'unité, d'harmonie, de perfection. On va l'utiliser dans tous les secteurs du service, forcément, parce que ça parle de. C'est un côté rassurant aussi, cette harmonie, et dans les milieux artistiques. Le triangle, quant à lui, va parler plutôt de stabilité, également de puissance et d'équilibre. On a cette notion forcément de triade, puisque triangle, et on va l'utiliser beaucoup dans le domaine de l'architecture, du BTP, de la sécurité, comme Google Drive par exemple, qui l'utilise justement pour rassurer aussi sur l'usage.
Alors, à savoir, attention, il y a aussi comment dirais-je, c'est un peu sexué, entre guillemets, c'est-à-dire qu'un triangle avec la pointe vers le haut va plus être rapporté aux hommes et pointe vers le bas aux femmes, dans la perception collective qui en est faite. Je voulais également vous parler des typographies, parce que les typographies sont très très importantes dans le ressenti qu'on va avoir de votre logo. Alors, il existe des centaines de milliers de polices de caractères qui sont disponibles, donc, ce qu'on appelle aussi typographie. Et attention, elles sont gratuites ou payantes et elles peuvent être libres de droit ou protégées. Donc faites très attention quand vous utilisez une police de caractères que vous vous trouviez dans la bonne zone, à savoir des polices de caractères qui sont libres de droit. Comme une image ou une couleur, la typographie va vraiment véhiculer les valeurs et l'image de votre entreprise. Donc, il faut la choisir de façon judicieuse. Petite chose à savoir aussi, on évite d'utiliser plus de 2 polices sur un logo parce que sinon, on va rendre la lecture de votre logo extrêmement difficile. Et il ne faut pas hésiter à utiliser des majuscules et des minuscules pour en aider la lecture. Je vous ai mis ici quelques exemples. Effectivement, on voit que Louis Com est en minuscule et Atelier est en majuscule. Simplement, Muriel, je Oui, me permets de te couper. N'hésite pas effectivement pour les personnes qui nous regardent à expliquer un petit peu les logos qu'on peut voir justement dans… Voilà, d'accord, juste avec plus de détails. Oui, tout à voilà, fait. pour que tout le monde puisse effectivement avoir une idée de ce que représentent ces Oui, logos. Merci. d'accord, je t'en prie. Là, par exemple, pour Louis Com, on voit qu'on a déjà 2 polices de caractères. Si j'en rajoute une troisième, je pense que vous allez avoir du mal à lire au-delà du nombre en fait, de typographies qui sont utilisées. Il faut savoir aussi que les typographies peuvent être utilisées en termes de signature. Quand vous êtes dans le domaine créatif, dans le domaine de l'artisanat d'art, par exemple, euh, on peut choisir une police de caractère qui va vous servir finalement à signer aussi bien les créations que les supports de communication que vous allez utiliser comme des cartes de visite. Donc, il est intéressant de voir que au-delà du logo, ça peut devenir véritablement une signature. Je vous ai mis 2 exemples ici, Christine Borde et Ma robe blanche, qui sont 2 logos en fait, sur lesquels j'ai été amenée à travailler et sur lesquels on a véritablement intégré la typographie pour en faire une signature. Et il faut savoir que euh, de la même façon, vous pouvez créer votre propre typographie. Si vous avez une écriture que vous souhaitez utiliser, par exemple, en termes de signature, rien n'empêche après d'utiliser votre écriture pour la transformer en style typographique derrière pour utiliser sur vos différents supports de communication. Donc, tout est possible. Il existe différents types de typographies que je vous ai listés pour vous permettre aussi de vous rendre compte un petit peu ce qu'elles véhiculent. Donc les polices avec sérif. Donc c'est un terme qui est un peu barbare et qui signifie en fait qu'on va utiliser des polices d'imprimerie avec vous allez voir des petits traits plus ou moins fins aux extrémités des lettres. On voit que le E, par exemple, d'autorité, on a quelque chose qui va remonter juste en bas de la lettre. Ça, c'est ce qu'on appelle le sérif. C'est lié en général à des domaines dans lesquels on va parler de respect, de tradition, d'autorité, de grandeur, d'élitisme. Et du coup, par défaut, on va l'utiliser sur un certain nombre de domaines comme les médias, les acteurs du luxe, tout ce qui est organisation gouvernementale. C'est quelque chose d'assez, je dirais, standard dans ces domaines-là. Sans sérif, donc cette fois, on voyait qu'on a la barre Dieu, par exemple, qui finit par un trait droit. On n'a pas quelque chose qui remonte en bout. Ça va être dans ce cas-là une police de caractère qui va être forcément plus lisible, plus visible, et on va se rapprocher à quelque chose de plus moderne, de plus sérieux, universel, d'objectif. Et on va du coup avoir tendance à l'utiliser sur tout ce qui est entreprise technologique ou grandes entreprises. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Netflix, où on a une police de caractère qui est quand même très très standard, et sur lequel c'est juste l'arrondi et la couleur qui vont vraiment faire la différence. Au niveau de les polices de caractère calligraphique, donc on parle de script, ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure, c'est que ça imite l'écriture manuscrite. Donc, de la même façon que vous pouvez avoir votre propre écriture, ça va être un indicateur d'originalité, forcément d'élégance, ça va être très personnalisé et quelque part aussi authentique, puisqu'il y a une forme de signature derrière. Ça se rapproche des domaines des startups, des marques pour l'enfance, et pour tous également les adeptes de ce qu'on appelle le do-it-yourself, à savoir le fait maison. Donc, je vous ai mis ici Kellogg's et Mailchimp qui jouent vraiment sur ces critères-là.
Après, on va voir les typographies fantaisistes. Alors, attention à ces polices de caractère, elles sont très, très typées. Ça signifie donc une signature visuelle forte. Vous voyez que expressive, excentrique et unique que j'ai écrit dans une police de caractère fantaisiste, tout le monde ne peut pas le porter. Ça dépend vraiment de l'entreprise que vous avez. Et Coca-Cola et Walt Disney, typiquement, sont des polices de caractère fantaisistes qui restent douces, voilà, mais qui ont une forte, enfin, une forte marque. Voilà. Je voulais parler aussi de tout ce qui était erreurs à éviter ou petits éléments auxquels il faut faire attention. Là, je vous ai mis un très joli logo où je pense que vous êtes tous capables de me dire de base hein, qui a créé ce logo-là. Là, on voit qu'on a des polices de caractères qui sont illisibles, des mélanges typographiques qui ne sont pas très heureux. Mais là, c'est fait volontairement. Ceci étant, je voulais vous le montrer. C'est l'Université de Bergen, donc Faculty of Fine Art, Music and Design, qui a volontairement voulu faire un petit logo design, c'est parfaitement lisible. De la même façon, faites attention aux typographies que vous utilisez, parce que là, sur ce logo-là, EPF, et ensuite, c'est quoi? C'est EP, c'est FL ou c'est EPA? Un petit peu difficile de savoir. Et on est sur l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc, faites attention à ce que ça reste lisible. Et pareil, on a une police de caractère qui est assez difficile à lire. On a Tipédia qui est écrit ici, mais qui va nécessiter finalement un petit peu de temps pour que l'œil s'y adapte et le lise. Donc, attention. Également, quand vous avez, ça c'est un petit conseil pratique, si vous êtes dans un domaine où les mots ne sont pas forcément très usuels pour tous. Là, c'est une méthode qui est utilisée. L'ayurvédique, typiquement, ce n'est pas un mot qu'on entend tous les jours. Donc faites attention, surtout si vous avez des mots qui sont compliqués, à faire en sorte que la police de caractère ne complexifie pas encore cette lecture que vous pouvez avoir de votre logo. Erreur à éviter, on parlait tout à l'heure des polices de caractère qui faisaient que certaines lettres étaient mélangeables. Voilà, pour lequel, donc ça, c'est un exemple qui a fait le tour du monde parce qu'effectivement, on lit Megaflux alors que le nom de l'entreprise, c'est quand même Megaflix. Et forcément, alors ça fait le buzz, mais pas véritablement en positif. Donc, faites attention de prendre un peu de recul. Ici, même chose, une petite pictographie qui était censée dire aux gens de faire attention et qu'en cas de personne qui est en train de se noyer, on devait appeler le 911, donc c'est aux États-Unis, sauf que vu de loin, c'est LOL, ce qui est un petit peu contraire au message qu'on veut envoyer, qui est quand même un message d'urgence. Donc voilà, faites attention à la façon dont vous utilisez ces typographies. Après, je voulais rentrer un petit peu plus dans le cahier des charges, parce qu'au niveau du cahier des charges, quand vous faites un logo, vous allez devoir en rédiger un, que ce soit vous qui le fassiez ou si vous allez confier ce travail à quelqu'un en extérieur. Donc, comment le rédiger? Alors, il faut savoir que le cahier des charges, il va définir l'univers dans lequel votre entreprise évolue. Et ça va inclure des choses importantes comme les valeurs et la philosophie de votre entreprise. Et le rôle du graphiste va être de prendre en fait tous ces éléments pour les traduire à travers un logo. Donc, il faut que vous posiez les bonnes questions pour pouvoir finalement donner les informations adéquates au graphiste. Donc, première question à vous poser, c'est quelle est la vocation de votre marque? La deuxième, c'est quelle est votre cible, véritablement votre marché? Et bien évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance des couleurs, mais également des typographies. La question, c'est est-ce qu'il faut diffuser ce logo sur le marché international? Et si oui, dans quel pays? Quel est votre slogan? Quelles sont vos valeurs? Et également ce que vous n'aimez pas en termes de couleurs, de forme, de typographie, style, image. Pourquoi? Parce que vous allez porter votre logo. Et même si ça correspond aux valeurs de votre entreprise, si vous, le logo ne vous parle pas pour une raison par exemple de couleur, ce sera très difficile pour vous de le porter. Donc, il faut éviter absolument d'aller dans ce domaine-là. Si à un moment, vous n'allez plus pouvoir le supporter, vous allez vouloir en changer, mais de façon brutale. Et enfin, quel est le budget relatif à votre logo? On rentrera plus tard sur le prix finalement d'un logo et vous allez voir que ça joue aussi sur la façon que vous allez envisager de faire les choses. Donc, plusieurs grandes lignes sont à respecter et il faut savoir qu'en fait, elles doivent être adaptées au cadre dans lequel votre entreprise évolue. On va parler de différentes règles d'or, comme le fait que votre logo doit être évocateur, mémorisable, intemporel, déclinable et ciblé. Je vais rentrer dans le détail sur ce que ça veut dire à chaque fois. Donc, évocateur, pourquoi? Parce que ça doit permettre de se plonger dans l'univers de votre marque, d'en saisir les valeurs
et éventuellement le type d'activité de votre entreprise. Donc, je vous ai mis des exemples de Picard, par exemple, on est sur les surgelés, on n'a pas mis une boîte de surgelés, on a mis un flocon qui va parler effectivement du côté, qui va évoquer le côté surgelé. On va éviter tout ce qui est cliché. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez une agence de vol aérien que vous allez devoir mettre un avion de façon systématique. Il y a plein de façons d'évoquer ça sans mettre un avion. Pareil pour Sprite, ils n'ont pas dessiné une canette. Voilà. Il faut que votre logo il soit mémorisable. On estime qu'on voit entre 5 000 et 15 000 logos chaque jour. Donc ça, c'est sujet à débat, mais il faut quand même se rendre compte de cette grandeur. C'est juste plusieurs milliers de logos par jour. Et il faut donc que votre logo il soit mémorisable. C'est pas pour rien qu'Orange a choisi un carré orange. Et il faut que votre concept il soit clair et qu'il y en ait un seul. Il faut qu'il soit intemporel. On va éviter tout ce qui est à la mode, parce que par définition, ce qui est à la mode, d'un fan se décline et les tendances disparaissent très vite. Donc n'hésitez pas également à envisager de faire évoluer votre logo dans le temps. On parle de le faire évoluer. Là, vous voyez, j'ai pris l'exemple d'Apple. On voit bien que le logo en 1976 était très, très travaillé, compliqué, pas forcément mémorisable, et ils ont basculé sur la pomme en 1977. Et depuis, ben, la pomme est restée, même s'ils l'ont fait évoluer. Donc, pensez bien au fait que votre logo, il doit pouvoir avancer avec vous et avec votre entreprise. Je vous ai mis d'autres exemples de logos qu'on a pu voir évoluer dans le temps. Vous voyez, entre 1900 et 1999 pour Shell, par exemple. Pepsi et Coca-Cola. Donc là, j'ai tenu à vous les mettre en même temps parce que c'était très intéressant. C'est qu'on voit qu'au départ, quand on regarde le logo en 1898 de Pepsi-Cola et celui en 1890-1900 de Coca-Cola, il y a quand même quelque chose de proche entre les deux. Et finalement, on se dit, il n'y a pas véritablement de distance, enfin, de différenciation visuelle. Et on voit que dans les années 50, ça y est, ils ont pris le pli l'un et l'autre de se différencier. Pepsi est parti sur la capsule, qu'il a déclinée jusqu'à présent de façons différentes. Et Coca-Cola, lui, est resté vraiment sur cette histoire de typographie signature de Coca-Cola. Même chose pour la caisse d'épargne, le petit écureuil qui évolue. Citroën, pareil, on a conservé le chevron depuis 1919, mais on voit qu'on a quand même une certaine modernité qui est passée par là. Petite chose aussi en termes de différenciation, évitez d'être proche de vos concurrents. Là, c'était amusant, je voulais vous montrer qu'en 1900, en fait, depuis 1995, Yahoo avait le point d'exclamation qui marquait son logo. Et on voit que, bizarrement, en 1998, Google, qui était quand même en concurrence forte avec Yahoo, s'est dit, tiens, je vais mettre un point d'exclamation aussi. Bon, ils sont revenus là-dessus et chacun a continué avec la personnalisation de son style. Mais voilà, il y a quand même eu une influence de Yahoo sur le logo de Google pendant quelques temps. Pensez aussi à ce que votre logo doit être déclinable. Alors, pourquoi? Parce que vous allez l'utiliser sur plein de supports différents. C'est un peu l'objectif. Vous allez l'utiliser sur des cartes de visite, sur des sites internet, sur un certain nombre de produits. Et donc, il faut qu'il puisse être utilisé en couleur sur fond blanc. Alors là, il est blanc ou gris. Et inversement, vous pouvez l'utiliser sur fond foncé. Donc, il faut que vous ayez l'ensemble de ces déclinaisons. Et de la même façon, il peut être carré comme il peut être rectangulaire ou rond. Il faut que ces déclinaisons soient possibles. Il doit être ciblé aussi, c'est-à-dire qu'on va utiliser, ce dont on parlait tout à l'heure, les couleurs de votre secteur. Bleu, banque, vert, écologie, voilà. Sinon, il faut être prêt à l'assumer. Et rien ne vous empêche de mettre une petite touche d'originalité comme on voit sur Boursorama Bank, qui met un petit peu de rose voilà, pour égayer le bleu. Alors, je voulais vous parler effectivement d'être prêt à l'assumer. Il y a des gens qui vont volontairement aller dans des couleurs qui choquent. Je voulais parler là des Suceuses de l'Ouest, qui est une entreprise qui fait du terrassement par aspiration et qui a voulu vraiment choquer en utilisant ce logo-là. Donc, faites très attention au fait que votre cible, votre communauté va être très sensible à ce genre de choses et que si vous allez sur des choses qui sont volontairement choquantes d'un point de vue aussi colorimétrique, ça va aussi choquer de façon globale. Donc, je ne reviendrai pas sur cette entreprise qui a volontairement voulu choquer, et en particulier les femmes. Voilà. Et je voulais finir sur une petite note amusante par rapport à la cible de McDo. Au tout début, le logo de McDo était en jaune sur fond rouge. Et il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites par rapport au fait que c'était de la mauvaise nourriture. Et donc, par défaut, ils ont testé sur le marché français. On a été
primeur, entre guillemets, testé, le fait de passer en jaune sur fond vert. Et ce qui est amusant, c'est que peu de gens s'en sont rendus compte sur le moment et que par ce biais-là, ils veulent montrer qu'ils utilisent des produits qui sont bio, qui sont proches de la nature. Donc, vous voyez que la couleur a une très très forte importance. Au niveau des bases créatives de vos logos, eh bien, on va parler d'un certain nombre de choses. Il ne faut pas hésiter à personnaliser les typographies, réinterpréter les initiales pour jouer avec elles, créer de la symbolique, comme par exemple sur Amazon, dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard, et jouer aussi avec l'aspect négatif. Alors, l'aspect négatif, c'est une chose qui est assez amusante, c'est que l'espace négatif, il peut être caché dans des logos. Là, ce qu'on peut voir sur FedEx, c'est que entre le E et le X, vous avez une petite flèche qui va vers la droite. Avec cette notion, je vois Elise qui fronce les sourcils. Entre le E et le X, vous avez la flèche qui est dans l'espace négatif, c'est-à-dire en blanc. Ça y est, vu. Et l'idée, c'est qu'on peut avoir des choses qui sont cachées à travers les logos. Exemple d'un autre espace négatif, ici Spartan, qui est donc un club qui s'adresse au club de golf. On a à la fois le Spartiate qui fait le profil, et vous voyez également que le visage correspond à un golfeur en train de jouer. Voilà. Donc on peut avoir effectivement double interprétation de logo. Le C de Carrefour, qui est peut-être plus vu ces derniers temps parce qu'ils ont un peu plus joué à l'intérieur, mais effectivement, la partie blanche entre la flèche rouge et la flèche bleue correspond bien au C. D'autres exemples comme Hope for African Children Initiative, où vous avez à la fois une représentation de l'Afrique et en même temps à gauche le profil d'un enfant, à droite le profil d'une femme. Même chose, ici entre les pattes de l'éléphant, on a la carte de l'Afrique. Là, évidemment, on joue avec les deux, positif, négatif, on voit bien le chien à travers l'écriture, ou encore Amnesty International, sur lequel les mains sont multipliées. Et petite anecdote pour Toblerone. Donc, Toblerone est une entreprise qui a été créée à Berne. Et l'emblème de Berne, c'est l'ours. Et bien, ils ont mis les deux, à la fois le Toblerone, Berne et l'ours. Petite chose amusante aussi dans l'espace créatif, le fait d'avoir des typos où là, on peut carrément inverser le motif. Vous lisez Newman, de toute façon, vous le mettiez en positif ou en négatif. Enfin, vous le faites tourner, pardon. Excusez-moi. Aigle, où on retrouve à la fois l'aigle et le A. Le Tour de France, dans lequel on trouve le cycliste. Excusez-moi, je vais juste boire un tout petit peu. Le chat. Je suis désolée. Pardon pour cette interruption. Je crois que j'ai perdu un petit peu ma voix. Bon courage, Muriel. Je suis désolée. Donc, du coup, sur l'emblème TGV, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on le retourne, petit clin d'œil ou pas, on a l'évocation d'un escargot. Donc, je pense que ça a été fait volontairement. On ne sait pas, mais je pense que c'est volontaire, justement pour jouer sur la vitesse. Donc, au niveau, en fait, de votre logo, pour la réalisation, ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Alors, je suis désolée, il manque le titre. Quand vous allez faire, en fait, votre logo, ce qui est important, c'est de pouvoir le valider. Ça signifie qu'il va falloir évidemment envisager auprès de qui vous allez pouvoir valider votre logo. On peut envisager de faire cette validation en interne. Si vous n'êtes pas seul dans votre entreprise, ça peut être intéressant aussi bien pour la création que pour la validation, le faire en interne, excusez-moi, et donc de soumettre finalement des propositions intermédiaires aux membres de votre équipe. Je tiens à préciser de faire très très attention, de ne jamais faire appel à ses proches ou à sa famille.
Si on est dans le cadre qui ne correspond pas à la cible, je m'explique. Les gens vous connaissent vous, mais ne sont pas forcément les gens auxquels votre entreprise s'adresse. Si vous faites appel à eux pour valider votre logo, vous aurez un biais de réaction parce que finalement, ils ne sont pas concernés par ce que vous allez proposer en termes de produits ou de services. Et autre chose très importante, pensez à suivre votre instinct. On peut faire appel aussi à sa communauté. À l'heure actuelle, on estime que 32% des entreprises font appel à un échantillon de sa communauté avant de publier un logo ou une modification pour percevoir leur ressenti et le valider en amont. Ça peut créer des réactions très très vives. Par exemple, Gap avait décidé de publier ce nouveau logo que vous avez à droite et la réaction de la communauté a été tellement vive qu'ils sont revenus en arrière et ils sont revenus sur leur ancien logo. Donc, le fait d'avoir testé sur un échantillon aurait permis d'éviter cet écueil et d'avoir une double finalement communication à faire sur le nouveau logo et sur après le fait de revenir sur l'ancien. Faites attention aussi au risque de détournement des logos. Pepsi, qui était parti de la capsule finalement de la bouteille, a continué à développer son logo sous cette forme-là. Sauf que malheureusement, ça a pu être interprété par certains membres de la communauté de façon quelque peu négative. Voilà, donc il y a des détournements qui sont possibles. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi d'essayer d'anticiper ces éléments-là. Reste un élément important de savoir c'est combien va coûter un logo. Et quelles sont les possibilités auxquelles vous pouvez faire appel pour le faire faire. Alors, je vais commencer par une solution à éviter. Il y a possibilité de faire appel à des logos qu'on dit génériques ou des moteurs de création. Alors, effectivement, on est sur quelque chose qui est très peu onéreux, puisqu'on va parler de quelques euros, quelques dizaines d'euros. Par contre, attention, rien n'empêchera quelqu'un de faire un dessin similaire ou très proche en design. Vous ne pourrez pas le déposer. Donc, ça signifie que ça n'est pas un logo en tant que tel. Et ça va vous permettre, ça va vous éviter, vous n'aurez pas de visibilité de personnalité par rapport à ça. Ça vous permet de communiquer un élément visuel, mais attention, ça ne peut pas être un logo en tant que tel. Et surtout, si quelqu'un qui est dans le même domaine d'activité que vous l'utilise, vous n'aurez ni possibilité de l'en empêcher. Et ça va créer de la confusion auprès de votre cible et de vos clients. Après, parmi les possibilités qui s'offrent à vous, il y a toutes les possibilités de crowdsourcing, ou aussi appelé concours de graphistes, pour lesquels en fait le prix est assez intéressant puisqu'on fait appel non pas à un graphiste ou à une agence de communication, mais à une communauté en fait de graphistes. L'avantage, c'est que les fichiers qui vous sont fournis sont conformes, mais attention, point négatif, la création se fait uniquement sur le cahier des charges. Vous n'aurez jamais de contact en fait avec les graphistes. Donc, si vous avez mal établi votre cahier des charges, si tout n'est pas dedans, ils vont passer à côté. Et vous aurez en fait une proposition de 3 visuels, en moyenne c'est 3, dans lequel vous allez devoir choisir l'un des 3, sans adaptation possible. Ou s'il y a des adaptations, elles sont vraiment très très mineures. Et il faut faire attention aux petites lignes dans le contrat, parce qu'il peut que vous ne soyez pas d'effectif possesseur de votre logo derrière et que vous ne puissiez pas le déposer à l'INPI. Donc faire très très attention à ça. Vous pouvez faire appel aussi au brainstorming interne. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir faire travailler vos équipes. Il faut faire attention à impliquer des personnes qui se sont concernées, qui ont beaucoup de recul sur l'entreprise et sur son savoir-faire. Et ça va permettre de créer en fait du lien au sein même de l'entreprise, où ça va impliquer un peu tout le monde. Attention, il faudra faire un arbitrage parmi les propositions. Donc, il ne faudra pas que les gens se sentent vexés si jamais leur solution, enfin leur proposition n'est pas retenue. Et il faudra derrière que vous ayez les connaissances graphiques pour créer les fichiers qui vont vous permettre d'exploiter votre logo sur tout type de format. On peut faire appel à un graphiste ou à une agence de communication. Donc là, le point positif, c'est que ça va permettre de travailler en direct avec les gens. Donc tout ce qui n'est pas dans votre cahier des charges pourrait également être transmis auprès des graphistes. Et donc, il faut impérativement vous assurer d'avoir une discussion en face à face avec les graphistes en question et éviter de déposer un dossier uniquement. Il faut que vous choisissiez quelqu'un de professionnel. Faites attention, il y a de très nombreuses arnaques dans le domaine.
Et il faut surtout que l'environnement créatif, le style de ce graphiste, son contact humain soit en accord avec vous et vos valeurs. Et faites de la même façon très attention au CGV. Combien coûte un logo? Eh bien, c'est une grande question. Ça va dépendre un petit peu de quelle est l'entreprise et quelle est derrière vos attentes aussi. Alors, le logo le plus connu et le moins cher, c'est celui de Nike, qui a été fait par une étudiante graphique qui s'appelle Caroline Davidson et qui avait voilà, vendu sa prestation pour 35 $. Et de l'autre côté, on va trouver 170 millions d'euros qui ont été dépensés par BP pour son nouveau logo. Donc, il n'y a pas véritablement en fait de juste prix. On peut avoir, entre guillemets, tout un panel. C'est à vous de fixer là où vous voulez aller. Donc, au niveau des tarifs que ça va engendrer, tout ce qui est brainstorming interne, le tarif va être difficile à évaluer parce que ça va dépendre du temps que vous allez passer au niveau de l'entreprise, aussi bien pour réaliser le logo graphiquement que juridiquement, parce qu'il va falloir aussi que vous borniez ça d'un point de vue juridique. Il y a des risques de coûts cachés. Si vous faites appel à un graphiste professionnel, que ce soit en freelance ou en agence de communication, il faut compter un budget à partir de 600 euros. Les logos génériques, ce que je vous disais, à éviter, parce que ce ne sont pas des logos, bah, ça tue quelques dizaines d'euros, mais d'un autre côté, voilà, vous aurez très très peu d'usage derrière. Et tout ce qui est crowdsourcing, on est à partir de 300 euros pour vous donner une échelle monétaire. Très difficile de mesurer un retour sur investissement par rapport à un logo parce que on n'a pas forcément de retour par rapport à ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que la non-qualité a un coût parce qu'il va falloir beaucoup plus d'énergie et d'investissement pour faire connaître votre marque. Et je vous ai mis un exemple concret. Claim Vantage avait un ancien logo que je n'ai pas réussi à retrouver parce qu'ils ont tout fait pour l'effacer. Quand ils ont changé de logo, ils ont plus 36% du nombre de visites sur leur site internet. Donc leur logo devait être extrêmement négatif parce que finalement, ça devait empêcher les gens d'y aller. Ce qu'il faut penser à inclure dans votre contrat, que quand vous le faites, quand vous passez un contrat pour la création d'un logo, vous devez impérativement avoir ces fichiers-là. C'est très, très important. On parle des fichiers sources. Alors, les fichiers sources, c'est quoi? Ce sont des vecteurs qui vont permettre à votre logo d'être agrandi à l'infini ou diminué à l'infini sans pixelisation. Ce fichier, vous n'allez pas forcément pouvoir vous le visualiser, mais c'est utilisé par tous les graphistes et les imprimeurs. Donc, il vous faut impérativement ce fichier-là. Alors, ça va être des types AI, SVG, PDF, PSD, il y en a d'autres qui existent, mais surtout, ils doivent impérativement être présents dans ce qui vous est livré. On parle des livrables. Vous allez forcément aussi avoir les fichiers images pour votre propre usage, pour pouvoir le mettre sur les différents types de supports. Donc, ça va être des fichiers en JPEG, en PNG. Il faut l'obtenir en différentes déclinaisons de couleurs, de taille et avec fond transparent ou fond blanc en fonction de l'usage que vous allez pouvoir en faire. Il vous faut également inclure dans votre contrat une charte graphique. La charte graphique, c'est vraiment l'idée qui va vous permettre de savoir quelles sont les couleurs, les polices de caractères, les typographies, tout ce qui est symbole qui est utilisé dans votre logo pour pouvoir après pouvoir le décliner aussi. Et ça permet aussi d'homogénéiser votre communication et de garantir sa cohérence. Je vous ai mis ici un exemple rapide, c'est pour la CCI, qui vous voyez les couleurs utilisées, on va voir les polices de caractères, les usages et qui en sont faits. Par exemple, avec le fait qu'on ne puisse pas mettre, vous voyez, dans la feuille de droite, on ne peut rien mettre dans les zones qui sont définies. Ça doit être une zone protégée pour le logo. Les usages, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, ça va être très, très, très travaillé. On n'est pas obligé d'aller sur autant de détails, mais au moins que vous puissiez vous savoir ce qu'il en est. Concernant l'aspect juridique, ce qu'il faut prévoir et vérifier, c'est que quand vous faites un logo, il faut que vous obteniez également un document qui s'appelle la cession des droits patrimoniaux. En tant que créateur, moi, je ne peux céder que les droits patrimoniaux, donc qui sont les droits d'usage de votre logo. C'est indispensable et ça doit inclure en toutes lettres et en tout chiffre le montant exact de la transaction, c'est-à-dire du prix auquel vous avez payé ce logo. Et ça doit inclure la liste de vos droits d'usage. Par exemple, est-ce que vous avez le droit d'utiliser sur les réseaux sociaux, sur le web, en imprimer ou pas? Et si vous avez des redevances à acquitter, on parle de royalties. Il y a dans certains cas des gens qui disent à partir du moment où ce sera mis sur un mug, je veux que 1 euro me soit reversé derrière. Voilà, donc ça doit être défini dans ce document-là. Et c'est à vous de négocier ce qui est inclus dans cette session des droits patrimoniaux avec le graphiste en question. Il faut savoir que si vous n'avez pas ce document, vous ne pourrez pas déposer votre logo à l'INPI, puisqu'en fait, n'étant pas le créateur,
vous n'en aurez pas le droit. Seul le créateur ou la créatrice en a le droit, ou si vous avez cette cession des droits patrimoniaux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il faut véritablement vous assurer d'avoir bien les fichiers sources, les fichiers images et la charte graphique. Et par rapport à l'INPI, pensez bien à faire une recherche d'antériorité par rapport à votre nom de marque. Il faut savoir qu'on peut déposer la marque ou le visuel, ou les deux. Donc, dans le cas où vous déposez le logo, pensez au fait que vous allez devoir le protéger dans un certain nombre de classes d'activités. Euh, il y a des marques, dont je ne me rappelle plus le nom exact, mais qui sont, par exemple, Chanel. Chanel a protégé son logo dans toutes les marques, dans toutes les classes, pardon. Ce qui fait que vous ne pourrez jamais utiliser ce nom-là pour un usage, même si, par exemple, dans du fast-food, par exemple, parce qu'elle est universellement protégée. Par contre, vous allez devoir définir dans quelle classe vous protégez. Si vous êtes dans le domaine du service, par exemple, de l'impression, vous allez devoir le protéger au niveau de l'imprimerie, ainsi de suite. Il faut faire attention parce qu'il faut renouveler cette protection tous les 5 ans. Et je tenais aussi à vous préciser que quand vous faites des pots de marque Alinki, vous pouvez vous retrouver avec des contacts par courrier en général ou par mail de personnes qui vous disent: «Ah là là, attention, vous avez oublié de le protéger dans tel domaine. Faites-moi un petit virement de la modique somme de 235, 400, 800 ou 1000 euros et je m'en occupe.» Ce sont des arnaques. Une fois que c'est déposé à Linky, c'est déposé à Linky. Voilà. Et si vous voulez faire une extension à l'international, ça se passe à travers l'INPI. L'INPI ne vous contacte jamais de cette façon-là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé sur le temps qui nous était offert. Et puis, je suis disponible pour toutes vos questions. Et désolée pour cette toux qui est venue. Merci beaucoup Muriel pour cette présentation très complète et voilà, très, très claire en tout cas et très intéressante. Même moi, j'ai appris beaucoup de choses, donc merci beaucoup. De rien. Effectivement, est-ce que... Alors, on n'a pas eu de questions particulières au cours du webinaire. Est-ce que, là, sur les 5 dernières minutes qui nous restent, toutes les personnes qui ont pu suivre le webinaire, vous avez peut-être des questions. Voilà, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour que Muriel puisse y répondre. Alors, en attendant peut-être que les personnes notent leurs questions dans le chat, j'avais une première question qui m'avait été posée en amont à remonter ici, auquel on a déjà répondu en partie, qui serait quel logo pour l'international? On en a abordé au niveau des couleurs, des formes. Voilà, est-ce qu'il y a un logo type à privilégier? Alors non, la couleur type, c'est celle utilisée par exemple, on parlait de Chanel et des domaines du luxe, hein. Globalement, le noir est une couleur qui est la plus utilisée à l'international parce qu'elle est passe-partout. Au niveau des... Alors, la question de dire quel logo on pourrait utiliser, c'est très très compliqué dans la mesure où la symbolique est aussi forte en fonction de chacun des pays. Donc, il faut rester le plus neutre possible, entre guillemets, par rapport à la symbolique que vous pouvez envoyer. Si vous prenez, je ne sais pas, une fleur, elle peut avoir une symbolique dans un pays et être synonyme d'opposé dans un autre. Donc, il faut véritablement soit partir sur quelque chose de neutre, soit se renseigner sur les pays dans lesquels on va pour pouvoir aussi bien sur les noms, hein, parce que là, on ne parle pas des noms, on parle juste du logo, on ne parle pas du choix du nom d'entreprise. Mais typiquement, le terme euro avait donné polémique quand on a choisi ce nom-là pour la pièce, parce que je ne sais plus dans quel pays c'est, il y avait une signification d'urine derrière. Donc forcément, c'était un emploi qui était peu heureux par rapport à la monnaie. Donc ça nécessite de faire une démarche, une recherche plus approfondie en fonction de l'endroit où vous voulez aller. En termes de couleurs, le noir, le gris seront les couleurs qui sont les plus passe-partout. Merci Muriel. Alors, il y avait une question de est-ce que je pourrais montrer mon logo? Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est éventuellement de me l'envoyer par mail et comme ça, je peux le partager ici et on pourra échanger dessus. Et si ça vous va, Charlotte, comment faire un partage d'écran? Il est visible. Ah, il est visible sur chaque community manager. Donc, dans ce cas-là, je vais y aller et je vais partager mon écran après. Est-ce que j'arrête mon partage d'écran, peut-être? Quand je partagerai l'écran, ça changera, je pense. D'accord, ok. En attendant d'aller voir le logo, on a d'autres questions auxquelles on peut peut-être répondre, qui est comment peut-on tester nos idées de logo?
Alors, pour ce que voir je vous si notre disais, c'est cahier des charges correspond. véritablement si vous avez, je ne sais pas dans quel domaine vous évoluez, mais vous connaissez votre cible, que ce soit des particuliers, des professionnels qui sont dans un certain domaine. Il ne faut pas hésiter, quand on parle de communauté, c'est véritablement aussi vos prospects ou vos clients. Allez leur dire, voilà, tout simplement, ou des personnes que vous connaissez, hein, qui sont dans ce domaine-là, et de leur montrer en leur disant, voilà, moi je suis partie sur cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Il faut éviter évidemment d'aller interroger 300 personnes parce qu'il y a forcément le côté individuel aussi qui va rentrer, mais en tant que professionnel ou en tant que cible, terme de particulier, vous allez pouvoir avoir tout de suite un retour. Et c'est assez immédiat. Là, je parlais d'un logo pour quelqu'un qui est dans le domaine de l'électricité. Forcément, on est tous des cibles potentielles, puisqu'on peut avoir besoin d'un électricien, tous de façon individuelle. Et donc, effectivement, il a testé sur son entourage, sur des clients, pour voir un petit peu quel était le retour. Et c'est ce qui lui a permis après de pouvoir trancher. Il hésitait entre deux. Donc, l'idée, c'est pas d'arriver avec 15 potentiels logos. Mais si vous avez, en fait, dans cette démarche, c'est plus une démarche de finalisation. Quand vous hésitez entre deux, euh, testez. Si vous en avez défini un, testez-le auprès de moins d'une dizaine de personnes pour voir en fait quel est le retour que vous en avez. J'espère que ça répond à votre question. Merci Muriel. Je vais partager mon écran peut-être pour qu'on puisse voir le logo dont on parlait. Ah oui, merci beaucoup. Donc je pense que oui, ça avait répondu à la question. Donc je vais partager mon écran. Ça va arrêter votre partage d'écran et je vais mettre le lien sur lequel je suis allée sur le site. Donc Charlotte, j'imagine que du coup c'est bien vous ici et que le logo dont on parle, c'est le logo en haut à gauche. Donc, je ne sais pas si, Charlotte, vous aviez une question particulière par rapport à votre logo ou si vous vouliez juste un avis général. Alors, ouais, il est en haut à gauche. Oui, après, Euh, dites-moi voilà, quelle est la nature de votre question que je vous dise. Moi, je le vois. Un ouais, vous avis voyez. général, d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, alors moi, ce que je vois, c'est quand je lis votre logo, c'est chat TM. Donc, j'ai pas forcément de signification qui vient à mon esprit par rapport à son, ce que ça représente au niveau de votre entreprise, par exemple. Il n'est pas évocateur, mais ce n'est pas forcément catastrophique. Il y a une très forte dominance dans le domaine du gris, ce qui est à la fois reposant et en même temps un peu dans la neutralité. Ah, community manager, d'accord. Euh, il est simple de lecture. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est déclinable parce qu'on peut utiliser que les ronds. Mais après, effectivement, est-ce qu'il aurait le fait que tout soit en gris me pose question au final sur le parti chat CM. Ceci étant, je pense, mémorisable sans difficulté. Comme je vous disais, déclinable aussi. On n'est pas sur l'évocation parce que peut-être qu'il faudrait l'accompagner d'une baseline. On n'en a pas parlé, mais ce qu'on appelle la baseline, c'est le slogan, c'est-à-dire permettre effectivement de définir à travers votre logo que vous êtes community manager. Parce que c'est M ne part. Voilà, typiquement, moi je travaille avec beaucoup de community managers et ça n'est pas venu à mon esprit pour autant. Voilà, mais c'est intéressant parce qu'il peut être décliné en format carré, en format rectangulaire. Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'accord, c'est juste qu'elle n'est pas visible. D'accord. Du coup, je lis votre commentaire en parallèle de dire qu'effectivement, la baseline n'est pas visible ici. OK. Donc non, il est doux. On n'est pas sur quelque chose d'agressif et on sent le fait que une forme ouais, de douceur, je dirais plus d'accompagnement. Je ne sais pas si je me trompe par rapport à ce que vous faites véritablement, mais voilà, beaucoup de douceur qui en ressort. Merci beaucoup Muriel pour ce retour. De rien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions. Si toutefois il y a d'autres questions voilà, qui viennent après ce webinaire, n'hésitez pas à contacter voilà, Lucie ou moi-même et on pourra évidemment transmettre les questions à Muriel pour qu'elle puisse y répondre dans un second temps.
Je ne sais pas si Lucie, tu veux ajouter quelque chose? Non, rien à ajouter, merci. Je pense qu'on peut conclure s'il n'y a pas d'autres questions. Non, j'ai Bah, pas merci à l'impression. tous en tout cas de votre réactivité aussi, de vos questions et puis d'avoir partagé ce temps voilà, autour du logo. Merci à Hub et merci à tous nos participants. Merci Muriel pour l'animation de ce webinaire qui était très intéressant et très instructif. Et bah, à bientôt chez HUB, j'espère. Au revoir à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup.